Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ILTV pour une nouvelle émission spéciale. Dans le cadre de sa politique d'éducation à l'image, l'Agglo Hénin Carvin s'associe depuis plusieurs années à ILTV et à l'association Rencontres Audiovisuelles pour développer avec des collégiens du territoire des projets autour de l'information. Entre octobre et décembre 2024, une classe du collège de Vincy de Carvin a ainsi créé son propre journal télé. Élèves, professeurs et intervenants nous expliquent la genèse du projet. Rencontres Audiovisuelles, c'est une association qui est basée à Lille et qui travaille sur les images et les nouvelles images. Et donc il y a un pôle éducation et moi je travaille plutôt dans tout ce qui est atelier d'éducation aux médias. J'ai rencontré Mélanie il y a 2-3 ans lors d'une réunion avec d'autres collègues professeurs documentalistes. Elle nous a présenté un peu son association et les projets qu'elle envisageait. Parce qu'on voit beaucoup le théorique avec les élèves et je trouve ça bien qu'ils puissent pratiquer aussi et réaliser et prendre conscience des choses par eux-mêmes. Alors, le point de départ, c'est un projet mis en place par Madame Ambert, la documentaliste de l'établissement, qui nous a proposé à Monsieur de Selener et moi-même de partager le projet avec elle. On était tous les trois assez enthousiasmés puisque c'était un projet en lien avec les médias. C'est un sujet qui nous intéresse. Notamment cette année, on avait relancé le journal du collège, donc ça nous semblait intéressant et rajouter un petit truc en plus. L'enjeu, c'est en fait de faire réfléchir les élèves, alors là des élèves parce qu'on était avec une classe, mais ça peut être aussi les jeunes en général, sur la fabrication des médias. Comment on arrive finalement, d'où viennent les images qu'on peut voir dans un journal, mais aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, essayer de comprendre leur fabrication pour ensuite avoir un esprit critique sur les images qu'ils peuvent voir. Au début, je me suis demandé comment ça allait se dérouler, où est-ce qu'on allait travailler, avec quel équipement, sur quoi on allait travailler surtout. Et puis aussi, je me demandais comment ça allait se passer et si on allait réussir à faire quelque chose de bien. Je trouve ça bien de créer notre propre journal. Franchement, j'ai apprécié. Je trouve que c'était une bonne idée. Quand on leur a dit qu'on allait faire un projet, ils ne voulaient pas venir. Non, mais pourquoi on fait un projet ? Pourquoi nous ? Pourquoi notre classe ? Pourquoi pas une autre classe ? Ensuite, on leur a expliqué le projet. C'était un peu nébuleux pour eux. Ça reste des enfants, un projet presse, projet média. Et en fait, ce qui a tout débloqué, c'est de venir ici. On a été divisés en 2 groupes. On a visité les studios, le plateau, l'endroit où vous travaillez pour organiser les émissions. Et ensuite, après, j'ai trouvé ça très intéressant. Et après, ça a été vraiment la venue de Mélanie qui a tout enclenché. C'est elle qui a fixé les étapes, qui nous a donné... on commence par réfléchir à des thématiques, comment on va faire des reportages. Ce sont les élèves qui choisissent les sujets. Moi, je suis là pour les accompagner, faire en sorte que ce soit réalisable. Au départ, il y a toujours une base qui est un peu la même, quels que soient les groupes. Ça va être de comprendre ce qu'est une information, de leur montrer comment ça fonctionne un journal. La profusion des sources n'est pas toujours gage d'une information de qualité. Alors comment les jeunes s'informent-ils ? Leurs sources sont-elles toujours fiables ? Et savent-ils détecter les fake news ? Ces questions se sont bien entendu posées lors de la réalisation du projet. En fait, ça fait très longtemps que quand on commence ce genre de séquence et qu'on leur présente des journaux, ils ne les connaissent pas, les journaux papier. Les chaînes télé, ils les regardent de moins en moins. Et nous, ils nous parlent de chaînes qu'on va trouver sur Internet qu'on ne connaît pas bien. On est nous aussi décalés. Et c'est compliqué. Donc en fait, d'où l'importance de faire cette thématique en classe. Je ne m'informe pas beaucoup. Peu Google pour la météo, mais après c'est tout. Juste je regarde un peu les infos, mais je ne m'intéressais pas tant que ça et finalement ça m'intéresse un peu plus. Moi en classe, j'ai pris un article du Gorafi, je l'ai mis sur une page de Libération en faisant un montage tout cracra avec un PowerPoint. Ils y croient. Si moi je leur donne ça, y a pas de problème. L'article, une famille a été tuée parce qu'elle a dit pain au chocolat dans le sud, pas de problème, c'est dans Libération. D'ailleurs, ils ne savent pas ce que c'est que Libération. Donc si moi j'ai dit que c'était sérieux, c'est sérieux. En créant leur propre journal d'information, les élèves peuvent ainsi se confronter et traiter les sujets qui leur tiennent à cœur. Là, on passe dans la construction et là, les élèves choisissent vraiment leur sujet. Oui. Ce sont eux aussi qui choisissent les questions, qui vont choisir dans la mesure du possible les interlocuteurs. Est-ce qu'on va faire un micro-trottoir ? Est-ce qu'on va inviter quelqu'un pour faire une interview ? Ou est-ce qu'on va trouver un autre dispositif, une autre façon de faire passer l'information ? On était
pas beaucoup dans le groupe, mais on ne savait pas spécialement quel sujet prendre. Et les professeurs nous avaient proposé plusieurs sujets. Au final, on s'est mis d'accord sur celui-là parce qu'on trouvait que c'était bien de présenter la météo. Et après, on s'est dit d'aller plus loin pour présenter la météo dans le futur. On voulait un peu savoir l'évolution du collège, si c'était du coup mieux avant ou maintenant, et un peu tout ça, quoi. En fait, à la base, nous, on n'était pas dans le groupe du harcèlement. On voulait plus travailler sur tout ce qui est la musique rock, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose que, en tout cas pour notre âge, il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent. Et le truc, c'est que personne s'y intéressait. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas travailler avec le groupe harcèlement. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se font harceler justement par rapport à la musique qu'ils écoutent ou quoi. Et on s'est dit que ça allait bien en accord avec ce qu'on voulait faire de base. Le collège d'hier et d'aujourd'hui, le harcèlement, le handi-basket, mais aussi une météo du futur. Voilà pêle-mêle les sujets que vous pourrez découvrir dans ce journal Vinci TV. Voici tout de suite ce journal. Bonjour à tous, bienvenue sur Vinci TV, la formidable émission de la 4e C du collège Léonard de Vinci de Carvin. Bonjour Nathan. Bonjour Enola. Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets suivants. Pour commencer, le harcèlement scolaire. Ensuite, nous verrons comment l'école était avant. Nous parlerons du handi-basket. Et pour finir, de la météo en 2050. Pour commencer, nous allons parler du harcèlement scolaire. C'est un sujet grave qui touche de nombreux élèves et nous allons en discuter avec Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Gabriel. Quelle personne avez-vous rencontré lors de votre sujet sur le harcèlement ? Bonjour à tous. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler effectivement du harcèlement scolaire. C'est important d'en parler car beaucoup d'élèves sont concernés, surtout au collège. En effet, en France, 21 700 élèves du CE2 à la terminale sont touchés par le harcèlement à l'école. Nous avons donc réalisé un micro-couloir au collège Léonard de Vinci de Carvin pour savoir si les élèves et le personnel du collège sont bien informés sur la question. Qu'est-ce que le harcèlement pour vous ? Le harcèlement, c'est des mots ou des actes qui peuvent être très mauvais pour une personne, qui se répètent tous les jours. Qui n'est pas forcément dit, souvent on le cache. C'est un véritable fléau. De plus en plus d'enfants sont victimes de harcèlement à l'école. Alors, est-ce que vous connaissez le numéro en cas de harcèlement ? Pas du tout. Il me semble que c'est le 3018. On l'a appris en cours dans différents cours en fait. Pendant les interventions harcèlement. Il y a beaucoup d'affiches qui montrent le numéro du coup où il faut appeler. On le conseille aux enfants et on l'affiche régulièrement dans l'établissement pour que justement s'ils n'arrivent pas à venir nous en parler à nous, parce que des fois c'est très compliqué de franchir les portes de notre bureau, de pouvoir appeler et d'évoquer les situations qui les font souffrir au quotidien. Alors, comment est-ce que vous réagiriez si vous étiez harcelé par rapport à toute la prévention que vous avez eue ? J'ai été harcelée pendant 3 ans durant mes années de collège. Je sais que ça a été compliqué, mais j'en ai parlé et du coup ça s'est arrangé grâce à Madame Porcaro et les chefs. J'essayerai d'en parler même si je pense que ça doit être très compliqué. Je me suis déjà fait harceler donc c'est pas une question très dure. Moi je l'ai dit, donc voilà. J'ai été aidée par ma mère, par le collège. Je dirais à la personne ou je le ferai moi-même, mais de faire ce que j'ai fait parce que moi ça m'a fait du bien. On a une équipe phare qui est très dynamique et très investie pour justement être le plus réactif possible face aux situations de harcèlement. Et puis on met en place aussi des phases de sensibilisation, de prévention pour justement donner les bons réflexes aux enfants. Et même question, mais par rapport au cyberharcèlement, comment est-ce que vous réagissez au cyberharcèlement ? Je pense que moi j'aurais été voir peut-être mes parents. Si c'est quelqu'un sur les réseaux sociaux, on peut le bloquer, je crois. Mais après, sur les réseaux sociaux, on ne sait pas toujours c'est qui. Qu'il faudrait arrêter les écrans quand on rentre à la maison pour qu'il y ait vraiment cette réelle coupure entre l'établissement et rentrer à sa maison. Que si l'élève est déjà harcelé à l'école, qu'on évite qu'elle soit aussi harcelée à la maison. Donc si les parents pouvaient vraiment checker tous les réseaux et à tous les harceleurs surtout, si vous pouvez arrêter s'il vous plaît parce que ça fait des gros dégâts.
Et sachez que dans ce collège travaille une assistante sociale que les élèves peuvent rencontrer s'ils sont victimes de harcèlement ou même de cyberharcèlement. Elle est présente les mardis, jeudis et vendredis matin. Merci Gabriel pour cette intervention sur le plateau. Tout en restant dans le sujet de l'école, nous allons remonter le temps et parler de l'école, mais dans le passé. À présent, nous accueillons Manon qui va nous expliquer comment se passait le collège avant. Alors, petite question Manon, est-ce que le collège c'était mieux avant ? C'est la question que nous nous sommes posée. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de collégiens. Mais les collégiens d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'hier. Nous sommes tous allés à l'école, c'est vrai. Mais nous ne l'avons pas tous connu de la même manière. Nous sommes allés interviewer différentes personnes qui travaillent au collège Léonard de Vinci de Carvin. Des professeurs, le principal, des assistants d'éducation, et qui sont allés à l'école à différentes époques. Regardez. Pour moi, l'école était mieux avant. Pourquoi ? Parce que les générations ont changé. On est dans une génération où ça traîne beaucoup autour des réseaux sociaux. Et du coup, ça impacte un petit peu sur le collège. Dire qu'elle était mieux avant, peut-être pas, parce qu'avant, en fait, on était plus concentré sur tout ce qui était les matières, entre guillemets, qu'on dit principales, mathématiques, français, les langues. Maintenant, en fait, on a accès à une plus grande diversité, on a accès aussi à une plus grande technologie. Donc, on peut varier, en fait, les activités un petit peu plus que ce qu'il y avait avant. Nous, c'était, on a 8 heures de cours dans la journée, on va aux 8 heures de cours, et point barre. On ne s'intéressait pas tellement à la qualité de la vie scolaire, alors que maintenant, on s'intéresse beaucoup plus à la qualité de vie scolaire. Des élèves, pour pouvoir les capter, il faut montrer des vidéos, il faut faire des jeux, il faut faire des choses ludiques. Au départ, avant, c'était exceptionnel. Maintenant, il faut que ça soit quotidien, et ça, c'est ce qui est dommage. Les termes qui ont changé, c'est tout. Donc comme avant, la SVT, ça s'appelait la biologie. Donc ça, c'était un de mes cours préférés. J'aimais bien aller dans le labo de biologie avec la professeure parce qu'il y avait toujours des trucs assez sympas à voir. Par rapport au niveau des langues vivantes, j'avais moins de langues vivantes dans mon établissement. Donc maintenant, là, on en propose un peu plus. La technologie, avant, ça s'appelait l'éducation manuelle et technique. Donc, mais ça revient à peu près aux mêmes choses. On travaillait, on bidouillait un peu plus, c'est-à-dire qu'on construisait des choses. Alors que maintenant, c'est plus tourné vers l'informatique. Ça peut être un manque. Nous, on n'avait pas de réseaux sociaux. Après le collège, on faisait des sorties en vélo, on allait chez les uns, chez les autres. On appelait de cabines téléphoniques. On se parlait que par SMS et c'est tout avec notre téléphone portable. Des intérêts pour les apprentissages qui sont un peu bouleversés avec tout ce qui est les réseaux sociaux, l'apparition aussi des IA, des intelligences artificielles. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis, ça développe aussi des situations de cyberharcèlement qui n'existaient absolument pas quand j'étais élève. Ça dépend. Beaucoup de flicage, je dirais, grâce au téléphone portable. Les parents peuvent savoir où vous vous trouvez. Peut-être dans leur tête, il y a peut-être plus de liberté, mais peut-être qu'il y en a moins, parce qu'en fait, il y a toujours autant de travail, il y a toujours les règles au niveau du collège. Nous te remercions pour ces explications. Au revoir Manon. Et maintenant, nous allons nous intéresser au sujet du handisport avec Morgane. Bonjour Morgane, peux-tu nous expliquer ce qu'est le handisport ? Bonjour, oui bien sûr, un handisport est un sport pratiqué par des personnes en situation de handicap et dont les règles sont aménagées. Les Jeux paralympiques comme à Paris l'été dernier ont rendu ces sports plus populaires. En France, il y a 100 000 licenciés d'après les fédérations d'handisport. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un de ces handisports, l'handi-basket ou basket-fauteuil. Il existe 734 clubs d'handi-basket en France, dont un à Lille. Axel, notre journaliste, a rencontré son président, Romuald Guidez, au CDI du collège Léonard de Vinci, à Carvin. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons au collège Léonard de Vinci Romuald Guidez qui a pris une association de handi-basket à Lille. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Donc oui, Romuald Guidez, je suis le président du Luc Lille Basket Fauteuil, maintenant on dit plus handi-basket.
J'ai repris donc le club de Lille il y a maintenant 7-8 ans et on évolue au plus haut niveau national, c'est-à-dire en élite Bastide médicale, qui équivaut à la Pro A en basket valide. Et on a une deuxième équipe qui est en National 3 pour former des jeunes, avec une école, pour former des jeunes au basket fauteuil. Comment avez-vous l'idée de reprendre cette association de handi-basket? Mais j'ai toujours fait du sport de haut niveau. Et ensuite, je suis parti à l'armée, donc c'était mon métier. Et j'ai eu mon accident au sein de l'armée. Et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain paraplégique. Voilà. Hein, donc, premier mois, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Puis au fur et à mesure, on se pose quand même beaucoup de questions. Et grâce à Riyad Salem, qui est connu aussi, qu'on voit beaucoup sur les réseaux, j'ai rencontré ce gars-là qui m'a dit tiens, viens essayer plusieurs sports juste à côté. Donc, j'ai essayé le basket. Et moi, le basket, à la base, je n'aimais pas trop. Parce qu'en valide, je trouvais que ça sifflait beaucoup au niveau de l'arbitrage. Et je trouvais pas ça... je trouvais ça un peu chiant, moi j'aime bien les sports de contact. Et par contre, en fauteuil roulant, je me suis rendu compte que ça envoyait, qu'il y avait pas mal de contact, c'était vraiment sympa. Et puis j'ai continué, puis après, comme j'ai toujours été athlète de haut niveau, en fait, je me suis accroché, je me suis entraîné tous les jours, etc. Et je suis parti à la plus grosse équipe, qui est la plus titrée en France, même encore à l'heure actuelle, c'est le CSMO en fait. Où on a gagné 11 Coupes de France, on a été 9 fois champion de France, on a gagné 7 Coupes d'Europe, et donc j'ai vraiment joué au plus haut niveau et je voulais rendre un peu au basket fauteuil ce qui m'avait apporté dans ma vie après mon accident il y a quelques années. Quel était votre objectif En vieillissant, j'ai voulu prendre ma retraite sportive, et donc du coup j'ai repris le club de Lille en tant que manager au départ. Voilà, on a mis 3 ans pour remonter vraiment le club au plus haut niveau. Et puis aussi cette volonté de vouloir développer chez les jeunes et de faire une école vraiment de basket fauteuil pour vraiment les plus jeunes. Donc c'est pour ça que je fais quand même pas mal de sensibilisation dans les collèges et les lycées pour montrer aux jeunes en fait que ça existe et qu'ils soient au courant en fait. Comment se passe un match de handi-basket? C'est comme un match valide, donc ce sont exactement les mêmes règles. À part le marché, bien sûr, tu t'imagines bien que le marché, c'est nous comme on est en fauteuil. En fait, on a le droit de poser le ballon sur les genoux et on peut donner 2 coups de roue pour avancer. Mais on ne peut pas en donner un troisième. On est obligé soit de dribbler, soit de faire la passe, soit de shooter. Mais on peut faire un troisième si c'est considéré comme un marché en valide, en fait, quand on fait 3 pas. La grosse différence par rapport au valide, je dirais, c'est en fait, on a une attribution de points par rapport au handicap des joueurs. Donc ça va de 1 à 5 points. Donc 1 point, c'est celui qui est le plus handicapé, qui coûte 1 point à l'équipe. Et on doit composer avec les 5 joueurs, on n'a pas le droit de dépasser 14,5 points sur le terrain. Donc plus on est handicapé, moins on coûte 2 points à l'équipe. Donc on est obligé de mettre des gens peu handicapés ou même valides, puisqu'on joue avec des valides, on a la spécificité quand même d'avoir une mixité et de pouvoir jouer avec des valides, et de composer 14,5 points. Est-ce que du matériel spécifique sont utilisés pour le handi-basket? Le fauteuil. Donc ce sont les fauteuils en titane ou en alu spécial, qui coûtent très très cher, puisque c'est fait sur mesure. Enfin, à très haut niveau, c'est vraiment fait sur mesure, donc ça va, à l'heure actuelle, ça va maintenant de 9 000 à 15 000 euros par fauteuil. Est-ce que n'importe quel handicap peut faire ce sport? Oui, alors après, effectivement, les handicaps très très lourds, c'est compliqué. Généralement, ça démarre par des paraplégiques très hauts comme moi. En fait, je suis paraplégique D4, donc je suis assez haut et j'ai pas d'abdominaux. Mais je peux jouer au basket parce que je compense avec mes bras et le haut du corps. Et après, ça va jusqu'aux amputés. Après, on a les tétraplégiques qui peuvent aussi pratiquer ce sport, mais ils sont défavorisés dans la mesure où moi, je coûte par exemple 1 point à une équipe, donc sur les 14,5 points, et un tétraplégique aussi. Donc c'est-à-dire que pour lui pousser ou même pour lui shooter, c'est quand même beaucoup plus compliqué, puisqu'il est en concurrence directe avec un gars comme moi qui suis paraplégique, donc qui suis plus avantagé que lui en fait. Est-ce qu'il y a des championnats? Bien sûr. Comme je t'ai dit, on a une équipe en nationale élite. Après, c'est la nationale 1 MMO, la nationale 2, donc il y a 4 poules, A, B, C, D. Et après, il y a la nationale 3, là où je suis en train de former des jeunes, etc. Ensuite, on a les championnats d'Europe. Donc là, on va en Grèce au mois de mars là, pour disputer les championnats d'Europe. Et puis après, ce sont les équipes nationales, après l'équipe de France, etc., qui jouent à leur propre championnat du monde ou les Jeux olympiques ou paralympiques. Est-ce que il y a des compétitions féminines aussi pour le handi-basket? On peut jouer avec des filles en fait, avec un abattement de points, donc c'est un avantage pour elles, pour qu'elles puissent intégrer des équipes en France. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de féminines pour constituer un championnat complet en France. Si j'avais un message à faire passer aux jeunes en fait, qui nous entourent, que ce soit valides ou en situation de handicap, en fait, c'est vraiment de pratiquer du sport. Parce qu'on sait que déjà, même en valide, c'est quand même assez important au niveau psychique et au niveau de l'entretien de soi-même, du corps.
Et en handisport, c'est encore plus important, puisque histoire d'être autonome, de pouvoir se déplacer, de pouvoir se transférer, etc. Bon, si on ne fait pas de sport, qu'on reste sédentaire, c'est pas très bon. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Au revoir. Au revoir Axel. Merci Morgane d'être venue sur le plateau. Pour finir, c'est un peu retour vers le futur. Nous allons vous laisser avec la météo, mais pas n'importe laquelle, celle de 2050. Bonjour à tous. Nous sommes sur Vinci TV et nous allons vous présenter la météo de ce 25 août 2050. Tout d'abord, commençons par les températures. À Paris, il fera 50 degrés. Pensez à vous hydrater et faites attention dans les bouchons et aux chameaux. Bonne nouvelle, à Nice, il fera plus frais que la semaine dernière avec seulement 46 degrés. À Lens, en revanche, le temps sera idéal pour la culture des ananas avec 48 degrés au thermomètre. Attention par contre, après-demain, d'importantes inondations sont à prévoir dans les Hauts-de-France. Prévoyez votre canoë pour traverser l'île. En Bretagne, comme d'habitude, il fera très frais avec 36 degrés. Pensez à prendre votre écharpe pour ne pas attraper froid. Il fera aussi très nuageux. Enfin, à Marseille, le soleil tapera très fort avec 49 degrés, une température idéale pour la culture des bananes raides, une nouvelle espèce de banane résistant aux canicules. Comme d'habitude, attention aux coups de soleil, pensez à votre crème soleil. Merci d'avoir regardé la météo du futur sur Vinci TV. À dans 25 ans, salut. De retour sur le plateau, nous souhaitons la bienvenue à Joshua. Joshua, comment as-tu travaillé avec ton groupe pour créer cette météo sur le futur? Tout d'abord, nous avons fait des recherches sur Internet. Nous avons trouvé des articles qui expliquaient que les températures allaient augmenter avec des canicules et des risques d'inondation plus importants pendant l'été. Nous avons aussi trouvé sur YouTube une vidéo d'une présentatrice météo de TF1 en 2050 du coup. Cette vidéo nous a inspiré pour les températures de notre météo. Puis sur une carte, nous avons redessiné au stylo bleu les côtes pour montrer la montée de la mer. Nous avons aussi réalisé un micro-trottoir dans les rues de Carvin pour savoir comment les habitants imaginaient le climat dans 25 ans. Voici les images. Je pense que ça va être très élevé, comme on fait que nous en parler. J'espère pour que les jeunes qui vont nous suivre, ça va aller mieux. Et je crains quand même que la température va s'élever de quelques degrés quand même, dans le monde. Pour le climat, il va faire chaud. Et ça va toucher tout ce qui est agriculture, réserve d'eau, tout ça. Ça va être plus galère de faire pousser la nourriture. Les niveaux de la mer vont monter. L'hiver, nous allons peut-être avoir des retraits de côtes, des inondations. À Carvin. Dans le Nord-Pas-de-Calais, je pense qu'il fera peut-être meilleur. On nous parle souvent d'un climat qui sera comme en Méditerranée dans le Nord-Pas-de-Calais d'ici quelques années. À la montagne, il fera plus frais. Je dirais vers le Canada, tout ça. Pays où il fait bien froid en hiver. Nourriture, c'est ce qui va manquer, je pense. Les effets sur la population, les gens, la santé surtout. Donc les personnes vieillissantes, ça c'est très compliqué parce que, comme on le sait, les personnes qui sont plus âgées s'hydratent beaucoup moins. Donc ça c'est compliqué, il faut toujours avoir des alertes. Beaucoup de morts malheureusement chez nos personnes âgées. Pour tout le monde, les animaux, quand on voit les sécheresses, tous les animaux, ça meurt. Les déserts vont augmenter. Avec nos pauvres petits moyens, il faut faire attention à comment on se chauffe, à nos habitations, qu'ils soient bien isolés, essayer de moins dépenser d'énergie fossile. Je sais pas, l'eau, préserver l'eau. Déjà, il faut trouver un nouveau modèle d'alimentation. Peut-être partir moins sur les viandes, un peu plus sur l'agriculture, mais il faut se donner les moyens d'y arriver, quoi.
Tous ces éléments nous ont permis de créer une météo du futur. Mais pour écrire notre texte, nous avons aussi mis des éléments drôles imaginés, comme des bouchons de chameau à Paris ou une nouvelle espèce de banane rouge à Marseille. Merci pour ce court passage dans le futur. Au revoir Joshua. Revenons dans le présent avec la 4C et c'est déjà la fin de notre émission. Nous vous remercions les spectateurs d'avoir visionné l'émission Vinci TV. Nous remercions aussi la classe de 4e C du collège Léonard de Vinci de Carvin pour ce travail. Mais aussi ILTV pour son accueil, les professeurs et les intervenants de l'association Rencontre Audiovisuelle. C'était Vinci TV sur vos écrans. Au revoir Nathan. Au revoir Enola. Voilà pour cette édition de Vinci TV. Alors, après avoir réalisé leur projet, quel bilan élèves et professeurs ont-ils pu tirer de cette expérience? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. Moi, je suis enseignante de français, donc forcément, ça rentre dans l'expression, la théâtralisation, l'écriture, forcément, c'est en plein dedans. Je rajouterais qu'en tant qu'enseignante, travailler en projet, c'est quelque chose qui est toujours intéressant. On aime bien le faire en cours, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'espace pour. Là, c'était un projet vraiment original et qui faisait sortir les élèves du collège, aller dans un nouveau lieu. Donc là, c'était vraiment passionnant. C'est sympathique. On travaille tous ensemble, on apprend à travailler ensemble. Le fait d'interviewer, de travailler en groupe comme ça, par classe, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent et j'ai plutôt apprécié. J'aimerais bien pouvoir faire ce genre de projet tous les ans. C'est intéressant, ça permet aux élèves de travailler autrement. Ce que j'ai bien aimé, c'est que maintenant j'ai appris comment former une émission ou un documentaire. Et si par exemple pour l'école ou même pour ma vie privée, je veux former une vidéo ou quoi, maintenant je connaîtrai les étapes et comment procéder, etc. Moi, ce que je retiens surtout, c'est j'ai bien appris à faire des montages sur des sites spéciaux, montage photo ou vidéo. Puis après, on a appris à faire des recherches plus centrées sur un point spécial. En fait, j'ai pas vraiment vu le temps passer, mais au final, on a juste travaillé chaque semaine et ça s'est plutôt bien passé. On a été tous surpris, et quand je dis tous, donc les professeurs porteurs du projet, on est 3, mais aussi les professeurs auxquels on empruntait malheureusement des heures de cours pour que pendant ces heures de classe, ils fassent le projet, des professeurs d'espagnol, des professeurs d'anglais, qui sont venus les voir et qui étaient particulièrement surpris de voir ce que les élèves faisaient. Je pense que moi-même, je ne réalisais pas ce que les élèves allaient arriver à faire à la fin. Plus le temps passait et plus les élèves étaient surpris. Et moi, quand je les ai vus à la fin, quand on est venu, quand on a vu le pré-montage, c'était bluffant. Ainsi s'achève cette émission spéciale consacrée au projet Vinci TV. À très bientôt sur ILTV pour un nouveau journal d'information des collégiens de l'Agglo.